Le carton d'invitation était magnifique. Papier épais, dorure délicate, calligraphie élégante. Jeanne le tourna entre ses mains, admirant malgré elle le raffinement de l'ensemble. Céline Moreau et Maxime Rousseau ont l'honneur de vous inviter à célébrer leur union. Elle sourit tendrement. Sa petite sœur allait se marier. À 29 ans, Jeanne enseignait depuis 8 années dans la petite école de Saint-Rémy de Provence. Elle aimait ses élèves, leur rire dans la cour, leur progrès quotidien. Sa vie était simple, paisible, comme celle de ses parents Paul et Sylvie. Une vie de gens ordinaires, mais heureux. Le téléphone sonna. Céline, bien sûr. « Jeanne, tu as reçu l'invitation ?»« Oui. Elle est magnifique. Je suis si heureuse pour toi, ma chérie. » Un silence. Puis la voix de Céline, plus tendue qu'à l'ordinaire. « Écoute, je dois te parler de quelque chose d'important. Le mariage. C'est dans un château près de Fontainebleau. Les invités de Maxime sont... Comment dire? Des gens de Paris, tu comprends? Sophistiqués, habitués au grand monde. » Jeanne fronça les sourcils. Où sa sœur voulait-elle en venir? Je dis ça parce que... Enfin, j'aimerais que vous fassiez attention au code, tu vois? Papa, par exemple, évite de parler de ses légumes ou de ses tracteurs. Et maman, peut-être qu'elle pourrait éviter de mentionner son travail à l'hôpital. Les gens pourraient ne pas comprendre. Le cœur de Jeanne se serra. Comprendre quoi? Que leur père était maraîcher? Que leur mère soignait les personnes âgées avec dévouement? Qu'ils étaient des gens simples et fiers de l'être? Céline, tu as honte de nous? Mais non, ne dis pas de bêtises, c'est juste que... Maxime et moi, on évolue dans un milieu différent maintenant. Il faut que vous compreniez que ce ne sera pas comme les mariages du village. Jeanne avala sa salive. Sa petite sœur, celle qu'elle avait aidée à faire ses devoirs, consolée lors de ses premiers chagrins d'amour, cette même sœur était en train de lui expliquer qu'elle et leurs parents n'étaient pas assez bien pour son nouveau monde. « D'accord, » murmura-t-elle. « On fera attention. Merci, tu es adorable. Ah, et pour les vêtements, quelque chose de discret, hein? Rien de trop provincial. » Après avoir raccroché, Jeanne resta longtemps immobile dans sa petite cuisine. Par la fenêtre, elle apercevait son père qui rentrait des champs, sa silhouette courbée par 40 années de labeur. Il sifflotait, comme toujours. Paul Moreau était un homme bon, qui avait élevé ses filles dans l'amour et le respect. Comment Céline pouvait-elle avoir honte de lui? Le soir venu, elle annonça la nouvelle à ses parents autour de la table familiale. Céline se marie le 15 juin. C'est dans un château près de Paris. Sylvie battit des mains, les yeux brillants. « Ma petite fille, dans un château. Tu te rends compte, Paul ?» Paul sourit doucement. « Si elle est heureuse, c'est l'essentiel. » Jeanne hésita, puis rapporta les conseils de Céline. Elle vit le sourire de son père s'effacer progressivement. Celui de sa mère se figeait. Un silence pesant s'installa. « Je vois, » dit finalement Paul, de cette voix calme qu'il prenait dans les moments difficiles. Sylvie posa sa main sur celle de son mari. « Nous irons quand même, bien sûr. C'est notre fille. » Cette nuit-là, Jeanne eut du mal à s'endormir. En se levant pour boire un verre d'eau, elle entendit ses parents discuter à voix basse dans le salon. « Peut-être qu'il est temps qu'elle découvre d'où vient vraiment l'argent de ses études, » murmurait son père. « Paul, non, pas maintenant. Elle nous prend pour des paysans ignorants, Sylvie. Elle ne sait même pas qui nous sommes vraiment. » Jeanne fronça les sourcils. Que voulait dire son père? Quel secret cachaient ses parents qu'elle croyait connaître par cœur? Et pourquoi avait-elle soudain l'impression que ce mariage allait changer leur famille à jamais? Le château de Fontainebleau se dressait majestueusement dans la lumière dorée de juin. Jeanne, assise à l'arrière de la vieille Peugeot familiale, observait les voitures de luxe qui les dépassaient sur l'allée de gravier. BMW, Mercedes, Porsche, leurs modestes véhicules détonnaient cruellement. « Regarde-moi ça », murmura Sylvie en ajustant sa robe du dimanche. « C'est vraiment magnifique. » Paul, silencieux au volant, se contenta d'un hochement de tête. Il portait son costume de mariage, celui qu'il avait acheté 28 ans plus tôt pour épouser Sylvie. Retouché, nettoyé, mais qui trahissait son âge malgré tous les soins. Dans le hall d'entrée, Jeanne chercha sa sœur du regard. Céline apparut enfin, éblouissante dans sa robe de mariée,
mais son sourire se figea légèrement en apercevant sa famille. « Papa, maman, vous êtes là !» Les embrassades furent brèves, presque protocolaires. Céline jetait des coups d'œil nerveux autour d'elle, comme si elle craignait qu'on les observe. « Jeanne, tu es ravissante !» dit-elle en serrant sa sœur dans ses bras. « Venez, je vais vous présenter Maxime. » Le marié était un homme élégant d'une 40aine d'années, au sourire parfaitement calibré. Ses poignées de main furent fermes mais brèves, son regard évaluateur. « Enchanté de vous rencontrer enfin », dit-il avec une politesse glacée. « Céline m'a tellement parlé de vous. »« Vraiment ?» Jeanne en doutait. « Bon, il faut que j'aille saluer les autres invités », s'excusa rapidement Céline. « Installez-vous, le cocktail va commencer. » Et elle disparut, laissant sa famille au milieu d'inconnus, en costume 3 pièces et robe de créateur. Jeanne observait les groupes qui se formaient naturellement. Conversations feutrées sur les dernières acquisitions immobilières, voyages aux Seychelles, placements financiers. Elle surprenait parfois des regards curieux posés sur eux, suivis de chuchotements discrets. Paul, fidèle à sa nature, restait en retrait, se contentant d'écouter poliment quand on lui adressait la parole. Sylvie tentait bravement de participer aux conversations, mais ses références à l'hôpital et aux personnes âgées semblaient les créer des silences gênés. « Vous travaillez dans le médical ?» demanda une femme aux bijoux étincelants. « Je suis aide-soignante », répondit Sylvie avec fierté. « Ah, comme c'est charitable !» Le ton condescendant fit rougir Jeanne de colère. Les choses empirèrent pendant le dîner. Assis à une table reléguée près de la cuisine, ils assistaient de loin au discours des témoins, au rire cristallin des invités importants. Céline ne vint même pas les voir, trop occupée à jouer son rôle de parfaite épouse parisienne. Mais le pire arriva pendant le dessert. Maxime, légèrement éméché par le champagne, s'était levé pour porter un toast improvisé. Sa voix portait dans toute la salle. « Mes chers amis, je voulais vous remercier d'être là pour ce jour si spécial. » Bon, d'accord, nous avons aussi quelques invités surprises ce soir. Il désigna vaguement leur table d'un geste théâtral. Les pauvres paysans de la campagne sont là, c'est pathétique. Ma femme aurait mieux fait de venir seule, franchement. Un rire gras fusa de quelques convives. D'autres détournèrent le regard, gênés. Jeanne sentit le sang quitter son visage. À côté d'elle, sa mère avait blêmi. Dans toute la salle, un silence pesant s'installa. Mais ce fut le comportement de son père qui la marqua le plus. Paul, qui n'avait pratiquement pas parlé de la soirée, se leva lentement, très lentement. Son regard, habituellement doux, était devenu dur comme l'acier. Il posa sa serviette sur la table avec une précision qui avait quelque chose d'inquiétant. Puis il se tourna vers sa femme et, d'une voix parfaitement calme, mais qui portait jusqu'aux dernières tables, demanda « On y va ?» Sylvie acquiesça immédiatement. Elle connaissait son mari depuis 30 ans et savait reconnaître cette expression. Quelque chose d'important allait se passer. Jeanne vit Céline et Maxime échanger un regard affolé. Pourquoi semblait-il soudain si inquiet ? Qu'est-ce qui pouvait bien les terroriser dans le départ silencieux d'un simple maraîcher ? Mais en croisant le regard de son père, Jeanne comprit qu'elle ne connaissait pas Paul Moreau aussi bien qu'elle le croyait. Paul Moreau s'arrêta dans l'allée du château. Sa démarche, habituellement tranquille, avait pris une assurance nouvelle, presque solennelle. Jeanne et Sylvie le suivaient, intriguées par ce changement soudain d'attitude. Derrière eux, des murmures s'élevaient de la terrasse où les invités observèrent la scène. Céline et Maxime les avaient suivis dehors, visiblement mal à l'aise. « Papa, attendez !» lança Céline d'une voix tremblante. Maxime ne pensait pas ce qu'il a dit. Il a trop bu, c'est tout. Paul se retourna lentement. Son regard croisa celui de sa fille cadette, puis se posa sur Maxime qui tentait de prendre une contenance. « Monsieur Moreau, je vous présente mes excuses. » bafouilla le marié. C'était déplacé, je le reconnais. Mais Paul ne semblait pas l'écouter. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une photographie jaunie, protégée par un étui en plastique transparent. Il la contempla un instant, comme s'il hésitait encore. « 1987 », dit-il simplement en tendant la photo à Maxime. Celui-ci la prit d'une main tremblante. Jeanne se pencha pour regarder par-dessus son épaule. Sur le cliché en couleur un peu passé, on voyait 2 hommes jeunes devant une usine moderne.
L'un d'eux était clairement le père de Maxime, plus mince, cheveux bruns, mais avec le même sourire confiant. L'autre, Jeanne écarquilla les yeux. L'autre homme était son père. Paul, 25 ans plus tôt, en costume cravate, serrant la main de son partenaire devant une plaque qui portait l'inscription « Rousseau et Moreau, conserverie industrielle ». « Vous étiez associés ?» murmura Maxime, le visage livide. « J'étais même majoritaire », précisa Paul avec un calme impressionnant. 55% des parts. C'était mon idée, mes brevets, mes contacts avec les producteurs locaux. Sylvie posa une main sur le bras de son mari. Elle connaissait cette histoire, bien sûr, mais n'imaginait pas qu'elle ressortirait un jour. « Que s'est-il passé ?» demanda Jeanne, fascinée malgré elle. Paul ne quittait pas Maxime des yeux. « Votre père était doué pour les relations publiques, les financements. Moi, j'étais l'homme de terrain. Pendant 3 ans, nous avons bâti quelque chose de solide. Puis l'entreprise a décollé. Les profits ont explosé. » Il marqua une pause, laissant le suspense s'installer. « C'est là que votre père a découvert une faille dans nos statuts, une clause mal rédigée qui lui permettait de me racheter mes parts, au prix de 1987, quand l'entreprise ne valait presque rien. » Maxime déglutit péniblement. Cette histoire, son père ne la lui avait jamais racontée. « Il m'a ruiné du jour au lendemain, » continua Paul. « J'ai dû vendre notre maison, emprunter pour survivre. Votre père m'a fait passer pour un incompétent auprès de tous nos partenaires. Plus personne ne voulait travailler avec moi. »« Papa » murmura Céline, bouleversée. « Je ne savais pas. Il m'a fallu 10 ans pour m'en remettre. 10 ans à gratter, à me battre, à prouver ma valeur. Quand j'ai enfin gagné mon procès en 1997, votre père était mort depuis 2 ans. Trop tard pour récupérer ce qu'il m'avait volé. » Jeanne sentait son monde s'écrouler. Son père, cet homme simple et discret, avait été un entrepreneur prospère, avait vécu une trahison si profonde, mais avec l'indemnisation du procès, reprit Paul, j'ai créé une petite société, très discrète, Moreau Agriculture Biologique. Nous fournissons maintenant 60% des légumes bio aux restaurants parisiens haut de gamme. Le sang de Maxime ne fit qu'un tour. Sa chaîne de restaurants Saveurs Authentiques dépendait entièrement des livraisons de produits bio de qualité. Si Paul coupait les approvisionnements, vos 3 établissements, continua Paul avec une douceur terrifiante, représentent 15% de notre chiffre d'affaires. Pas énorme pour nous, vital pour vous. Maxime chancela. Sans ces livraisons, ces restaurants perdraient leur standing, leurs clients, leur rentabilité. Ils seraient ruinés en quelques mois. Vous saviez qui j'étais? Depuis le premier jour où ma fille m'a parlé de vous? Rousseau, restaurateur parisien? Il n'y en a pas tant que ça. Céline éclata en sanglots. Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Paul se tourna vers elle avec une infinie tristesse. Parce que je voulais voir si tu choisirais l'amour ou l'argent, si tu aurais honte de nous ou si tu nous défendrais. Il remit la photo dans sa poche. Maintenant j'ai ma réponse. Et pour la première fois depuis 24 ans, Paul Moreau se dirigea vers sa voiture en laissant un Rousseau derrière lui, paniqué et impuissant. Les 3 jours qui suivirent le mariage furent les plus tendus que la famille Moreau ait jamais vécu. Dans la petite maison de Saint-Rémy, le silence était pesant. Paul avait repris ses activités habituelles, jardin, paperasse, livraison, comme si rien ne s'était passé. Mais Jeanne voyait bien que quelque chose avait changé en lui. Il semblait plus lourd, plus fatigué. Le téléphone sonnait sans cesse. Maxime, désespéré, multipliait les appels. Paul ne décrochait jamais. C'était Sylvie qui répondait, d'une voix polie mais ferme. « Monsieur Moreau n'est pas disponible. » Le mercredi matin, Céline débarqua sans prévenir. Elle avait les yeux rouges, les traits tirés. Sa robe de créateur froissée trahissait une nuit blanche. « Papa, il faut qu'on parle, » dit-elle en entrant dans la cuisine où Paul prenait son café. Il leva les yeux vers elle, sans animosité mais sans chaleur non plus. « Je t'écoute. » Céline s'effondra sur une chaise. Maxime n'arrête pas de tourner en rond depuis dimanche. Il a appelé tous ses fournisseurs, vérifié tous ses contrats. « Papa, tu le tiens vraiment à ta merci ?» Paul but une gorgée de café avant de répondre. « Je ne tiens personne. Je fournis des légumes à qui me respecte. Point final. Mais enfin, tu ne peux pas détruire quelqu'un à cause de quelques mots stupides. »
Le regard de Paul se durcit. Quelques mots? Céline, ton mari nous a humiliés publiquement. Il nous a traités de paysans pathétiques devant 100 personnes. Et toi, tu n'as rien dit? Rien. Jeanne, qui assistait à l'échange depuis le seuil, vit sa sœur vaciller. J'étais sous le choc. Je ne savais pas comment réagir. Tu savais très bien comment réagir, intervint Jeanne d'une voix tremblante de colère contenue. Tu savais qu'il fallait nous défendre, mais tu as eu honte. Encore une fois. Céline se tourna vers sa sœur, les larmes aux yeux. Ce n'est pas vrai. Je vous aime. Vous le savez bien. Non, Céline. Tu nous aimes quand ça t'arrange, quand personne ne nous voit. Les mots de Jeanne frappèrent comme une gifle. Céline éclata en sanglots. Jeanne, tu es injuste. J'ai toujours quoi? Toujours eu honte de nos origines? Toujours trouvé papa trop simple? Maman trop ordinaire? Tu m'as trahi bien avant de connaître la vérité sur l'entreprise de papa. Paul posa sa tasse et regarda ses 2 filles se déchirer. Cette scène lui brisait le cœur, mais il savait qu'elle était nécessaire. Trop de non-dits s'étaient accumulés. « Céline, dit-il doucement, crois-tu vraiment que ton mari t'aime pour qui tu es ?» La question fit mouche. Céline hoqueta, incapable de répondre. « Il t'a épousée parce qu'il pensait que tu venais d'une famille simple qu'il pourrait impressionner. Maintenant qu'il sait la vérité, qu'est-ce qui va se passer ?» Le téléphone sonna. Encore Maxime, probablement. Cette fois, Céline décrocha. « Allô ? Oui, c'est moi. Quoi ? Non, papa n'a rien décidé. Comment ça, tes avocats ? Maxime, attends. » Elle raccrocha, livide. Il dit que si tu ne reprends pas les livraisons, il consultera ses avocats pour rupture abusive de contrat. Un silence de plomb tomba sur la cuisine. Paul se leva lentement. Ses avocats? Il sourit. Mais ce sourire n'avait rien de rassurant. Dis à ton mari que Maître Blanchard, du cabinet Blanchard & Associés, sera ravi de le recevoir. C'est lui qui s'occupe de mes affaires depuis 15 ans. Céline écarquilla les yeux. Blanchard & Associés était l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Marseille. « Papa, qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle. Jeanne se posait la même question. Cet homme qui buvait son café dans leur cuisine familière, cet homme qu'elle avait toujours connu en salopette de travail, révélait peu à peu une autre facette de sa personnalité. Une facette plus complexe, plus redoutable qu'elle ne l'avait jamais imaginée. « Je suis ton père », répondit-il simplement. « Celui qui a payé tes études de commerce à Lyon. Celui qui a financé ton appartement parisien. Celui qui t'a toujours soutenu, même quand tu avais honte de lui. » Céline se recroquevilla sur sa chaise. « Papa, je suis désolée. Je ne savais pas. Maintenant tu sais. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance ?» Ce soir-là, Jeanne annonça sa décision à ses parents. Elle partait à Lyon pour enseigner dans un collège de banlieue difficile. Elle avait besoin de distance, de comprendre qui elle était vraiment, loin de cette famille dont elle découvrait les secrets. « Tu es sûre, ma chérie ?» demanda Sylvie, inquiète. « Oui, maman. Il faut que je trouve ma propre voie. » Paul hocha la tête avec une tristesse résignée. Il venait de perdre une fille par orgueil. Il ne voulait pas en perdre une seconde par entêtement. 3 mois plus tard, Jeanne découvrait une autre réalité dans les quartiers populaires de Lyon. Le collège Georges Brassens n'avait rien à voir avec sa paisible école de Saint-Rémy. Ici, les élèves parlaient fort, riaient plus fort encore, et cachèrent parfois une vraie détresse derrière leur insolence. « Madame Moreau, pourquoi vous nous parlez de Molière? C'est pas pour nous, ça !» lança Yasmine, 15 ans, regard perçant et sourire en coin. « Qui a dit que ce n'était pas pour vous ?» répondit Jeanne en posant son livre. Molière se moquait des bourgeois prétentieux. Il aurait adoré vous rencontrer. Un rire fusa dans la classe. Pour la première fois depuis son arrivée, Jeanne sentit qu'elle touchait juste. Le soir, dans son petit appartement du 7e arrondissement, elle préparait ses cours avec une passion renouvelée. Ses enfants lui rappelaient pourquoi elle avait choisi ce métier, pour donner à chacun les clés de son émancipation. C'est au centre social du quartier qu'elle rencontra Antoine. Il animait un atelier de soutien scolaire, patient avec les plus difficiles, ferme avec les plus agités. Leur première conversation eut lieu autour d'un café tiède, après une réunion sur la violence scolaire. « Vous êtes nouvelle ici ?»
demanda-t-il avec un sourire qui éclairait son visage fatigué. « Depuis septembre. Et vous ? » « 5 ans. J'étais éducateur spécialisé avant. Maintenant, je coordonne les actions de prévention. » Antoine avait cette authenticité que Jeanne cherchait désespérément. Pas de faux semblants, pas de calcul. Juste un homme de 32 ans qui avait choisi de consacrer sa vie aux autres. Leurs rendez-vous commencèrent par des discussions pédagogiques autour de cas d'élèves difficiles. Puis vinrent les dîners simples, les promenades le long du Rhône, les confidences mutuelles. « Ma famille traverse une crise », avoua un soir Jeanne. « J'ai découvert que mon père n'était pas l'homme simple que je croyais connaître. C'est grave. Disons qu'il a des comptes à régler avec le passé. Et que ma sœur en fait les frais. » Antoine n'insista pas. Il avait cette délicatesse rare qui permettait aux blessures de guérir à leur rythme. À Saint-Rémy, pendant ce temps, Paul menait sa guerre silencieuse avec une méthode implacable. Il n'avait pas coupé brutalement les livraisons à Maxime, ce qui aurait pu passer pour de la vengeance pure. Non, il avait simplement cessé de le privilégier. Quand d'autres restaurateurs proposèrent de meilleurs tarifs, Paul acceptait. Quand ses stocks étaient limités, Maxime n'était plus prioritaire. Légalement irréprochable, moralement discutable, efficace surtout. Les restaurants saveurs authentiques commençaient à peiner. Les critiques gastronomiques notaient une baisse de qualité des produits. Les clients habitués se plaignaient. Maxime, rongé par l'angoisse, multipliait les erreurs de gestion. Céline, témoin impuissante de cette déchéance, tentait encore de jouer les médiatrices. Mais ses appels à sa famille restaient sans réponse. Paul était poli, jamais méchant, mais inflexible. « Il ne me pardonnera jamais », confia-t-elle à Sylvie lors d'une de ses visites. « Ton père n'est pas rancunier », répondit sa mère en préparant le thé. « Mais il est blessé, profondément blessé. Et Jeanne, elle ne me parle plus. » Sylvie soupira. Les nouvelles de Lyon étaient rares. Jeanne appelait une fois par semaine, parlait de son travail, de sa nouvelle vie, mais évitait soigneusement le sujet familial. « Elle a besoin de temps, ma chérie. Vous vous êtes dit des choses très dures. » Ce que Sylvie ne disait pas, c'est que Paul passait de plus en plus de soirées silencieux, à regarder par la fenêtre en direction de Lyon. Il ne l'avouerait jamais, mais ses 2 filles lui manquaient terriblement. Un soir de novembre, le téléphone sonna. Paul décrocha machinalement. « Papa, c'est Jeanne. » Sa voix était différente. Plus assurée, mais aussi plus douce. « Ma chérie, comment vas-tu ? » ?»« Bien. Très bien, même. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. » Paul sourit. C'était la première fois depuis des mois qu'il entendait de la joie dans la voix de sa fille aînée. « Raconte-moi. » »« Il s'appelle Antoine. Il travaille avec les jeunes en difficulté. C'est quelqu'un de bien, papa. Quelqu'un qui me comprend. Je suis heureux pour toi. » Un silence. Puis Jeanne reprit, hésitante. « Papa, Antoine aimerait connaître l'histoire de notre famille. La vraie histoire. Tu crois qu'on pourrait se voir? Tous ensemble ?» Paul ferma les yeux. Sa fille tendait la main. Après tout ce qui s'était passé, elle tendait encore la main. « Bien sûr, ma chérie. Quand tu veux. » Quand il raccrocha, Sylvie le trouva les yeux brillants de larmes retenues. Pour la première fois depuis le mariage, Paul Moreau souriait vraiment. Antoine avait cette qualité rare de savoir écouter sans juger. Quand Jeanne lui raconta l'histoire familiale, la trahison, le mariage, les révélations, il l'écouta jusqu'au bout avant de poser ses questions. « Ton père a des contacts dans le milieu associatif ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils marchèrent le long des quais du Rhône. Pourquoi cette question ? Au centre social, on travaille avec des entrepreneurs qui financent nos programmes. Des gens discrets qui préfèrent t'aider plutôt que faire du business. Ton père en fait peut-être partie ? Cette remarque titilla la curiosité de Jeanne. Elle connaissait si peu la vraie vie de Paul. Ses activités, ses relations, ses engagements, tout cela lui était resté mystérieux. Antoine proposa de mener une petite enquête avec elle. Non pas pour fouiller, mais pour comprendre. Si on doit rencontrer ta famille, autant savoir qui ils sont vraiment, expliqua-t-il avec son sourire bienveillant. Leurs recherches commencèrent par Internet. Moreau Agriculture Biologique révéla bien plus qu'une simple entreprise de légumes. Le site web, sobre mais professionnel, montrait une société d'une 50aine d'employés, spécialisée dans les circuits courts et l'agriculture responsable.
Mais c'est en contactant ses collègues du secteur associatif qu'Antoine découvrit la vraie dimension de Paul Moreau. Discrètement, sans jamais se mettre en avant, il finançait depuis 10 ans des bourses d'études pour des enfants d'ouvriers agricoles. 12 jeunes par an, de la 6e à la terminale. Frais de scolarité, matériel, même aide au logement quand nécessaire. Votre père, expliqua Madame Dubois, directrice de l'association Graines d'avenir, ne veut jamais qu'on cite son nom. Il dit juste « J'ai eu de la chance, il faut la partager ». Jeanne sentit sa gorge se serrer. Son père, qu'elle avait parfois trouvé trop simple, aidait des dizaines de familles sans rien demander en retour. Antoine découvrit autre chose. Paul employait systématiquement d'anciens détenus en réinsertion, des femmes seules avec enfants, des jeunes sortis des quartiers difficiles. Pas par charité, mais en leur donnant de vraies responsabilités, de vrais salaires. Il forme ses équipes lui-même, raconta Michel, ancien responsable de Pôle emploi. Il dit qu'il préfère quelqu'un de motivé à quelqu'un de diplômé. Ses employés le vénèrent. Plus troublante encore, Paul avait gardé des liens avec d'autres entrepreneurs victimes de pratiques douteuses dans les années 80-90. Il les avait aidés à se reconstruire, leur avait prêté de l'argent, ouvert des marchés. Une sorte de réseau informel de solidarité business. « Ton père n'a pas créé une entreprise », résuma Antoine. « Il a créé un écosystème. » Jeanne commençait à comprendre pourquoi Maxime était si inquiet. Paul n'était pas seulement un fournisseur parmi d'autres. Il était un pilier discret mais influent de l'économie locale. Leur enquête révéla aussi l'ampleur de la trahison subie en 1987. Les archives du tribunal de commerce montraient un procès qui avait duré 10 ans. Le père de Maxime avait non seulement volé les parts de Paul, mais aussi ses brevets, ses contacts, ses innovations techniques. Il a dû recommencer à zéro à 32 ans, murmura Jeanne en lisant les documents, avec une femme et 2 petites filles à nourrir. Et il a réussi, ajouta Antoine, mieux que la première fois. Ce qui touchait le plus Jeanne, c'était de découvrir que Paul n'avait jamais parlé de cette période douloureuse devant ses filles. Jamais de récrimination, jamais d'amertume affichée. Il avait encaissé, reconstruit et transformé sa revanche en force positive. Il aurait pu devenir dur, cynique, réfléchit-elle à voix haute. Au lieu de ça, il aide les autres. Le week-end suivant, ils prirent le train pour Saint-Rémy. Jeanne était nerveuse. Comment allait-elle regarder son père maintenant qu'elle connaissait son histoire? Comment lui dire qu'elle était fière de lui sans avoir l'air condescendante? Paul les attendait à la gare. En voyant sa fille descendre du train au bras d'un homme qu'il ne connaissait pas, il sentit son cœur se serrer. Jeanne avait changé, plus assurée, plus épanouie. Lyon lui avait fait du bien. « Papa », dit-elle simplement en se jetant dans ses bras. Ils restèrent enlacés longtemps sur le quai, sans parler. Tant de choses à rattraper, tant de blessures à penser. Antoine observait la scène avec émotion. Cet homme simple en veste de laine, qui sentait la terre et le savon de Marseille, était donc le mystérieux entrepreneur qui fascinait le milieu associatif lyonnais. « Antoine », dit Paul en lui serrant la main, « Jeanne m'a beaucoup parlé de vous. Monsieur Moreau, j'ai hâte de mieux vous connaître. » Sur le chemin du retour, Jeanne prit la main de son père. « Papa, pourquoi tu ne nous as jamais dit ce que tu faisais vraiment ?» Paul sourit tristement. « Parce que ce qui compte, ma chérie, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pourquoi on le fait. » Ce soir-là, autour de la table familiale, Antoine comprit qu'il venait de rencontrer l'une des familles les plus authentiques qu'il ait jamais connues. Le petit restaurant de Saint-Rémy était presque vide en ce mardi soir de décembre. Paul avait choisi cette table d'angle où ils pourraient parler tranquillement. Antoine observait discrètement cet homme qui commandait un simple plat du jour, mais que le patron saluait avec un respect évident. « Monsieur Paul, ça fait plaisir de vous voir avec votre fille », s'était exclamé Marcel en les installant. « Et monsieur Antoine, bienvenue chez nous. » Dans ce village, tout se savait. La présence du compagnon de Jeanne était déjà une nouvelle. « Papa » commença Jeanne après qu'ils eurent de commander. « J'ai besoin de comprendre. Pourquoi avoir laissé Maxime s'enfoncer seul? Tu aurais pu l'aider, lui expliquer. » Paul but une gorgée de son vin avant de répondre. « Ma chérie, je n'ai jamais voulu détruire ce garçon. Je me suis contentée de ne plus le privilégier. » Nuance importante. Antoine écoutait, fasciné par la subtilité du raisonnement. Pendant 15 ans,
J'ai aidé des centaines de personnes à se reconstruire après des coups durs. Mais Maxime nous a méprisés publiquement. Il ne méritait plus mon aide. Mais c'est de la vengeance, protesta Jeanne. Non, dit Paul fermement. La vengeance, c'est faire du mal volontairement. Moi, j'ai simplement cessé de faire du bien. Il y a une différence. Antoine hocha la tête. Cette distinction éthique était d'une finesse remarquable. Et puis, continua Paul, Maxime révèle sa vraie nature. Sous la pression, que fait-il? Il menace, il attaque, il cherche des coupables. Jamais il ne se remet en question. Le téléphone de Jeanne vibra. Un message de Céline. Papa accepterait-il de me voir? J'ai besoin de lui parler. Seule. Jeanne montra le message à son père, qui soupira. Ta sœur traverse une période difficile. Tu veux la voir? Paul hésita longuement. Elle doit d'abord faire un choix, son mari ou sa famille. Elle ne peut plus naviguer entre les deux. 2 jours plus tard, Céline frappa à la porte de la maison familiale. Jeanne et Antoine étaient repartis à Lyon, mais ils avaient laissé quelque chose de plus léger dans l'atmosphère. Paul était moins tendu, Sylvie moins inquiète. « Papa ?» dit Céline en entrant dans le salon. « Maxime et moi, c'est fini. » Paul leva les yeux de son journal. « Je suis désolée, ma chérie. »« Non, tu ne l'es pas, et tu as raison. » Céline s'assit en face de lui, les mains croisées comme une petite fille. « J'ai découvert qu'il consultait un avocat pour divorcer. Il pense que notre mariage lui coûte trop cher maintenant qu'il sait que tu ne l'aideras jamais. » Paul ne dit rien, attendant la suite. « Papa, j'ai été stupide. Pendant des années, j'ai cru qu'épouser quelqu'un de la ville me rendrait plus importante. J'ai eu honte de notre simplicité. Et maintenant, Céline sourit tristement. Maintenant, je sais que Maxime n'a jamais aimé que l'idée qu'il se faisait de moi, une petite provinciale qu'il pourrait modeler à sa guise. » Paul posa son journal et regarda vraiment sa fille. Pour la première fois depuis des mois, il retrouvait la Céline d'avant, celle qui riait aux éclats dans cette même cuisine, celle qui l'aidait au jardin les week-ends. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Apprendre. Comprendre ton travail, ton entreprise. Si tu veux bien de moi. Paul sentit sa gorge se serrer. Tu es ma fille, Céline. Tu seras toujours la bienvenue. Ils parlèrent jusqu'au soir. Céline découvrait un père qu'elle n'avait jamais vraiment regardé. Ses valeurs, son éthique, sa vision du travail. Paul retrouvait sa cadette, celle qu'il avait cru perdue dans les faux-semblants parisiens. Une condition, dit-il finalement. Tu commences par le bas, comme tout le monde. Tu apprends le terrain avant les bureaux. D'accord. Et tu appelles ta sœur. Vous avez des excuses à vous faire mutuellement. Cette nuit-là, Paul dormit paisiblement pour la première fois depuis des mois. Ses 2 filles lui revenaient, chacune à sa manière, chacune avec ses blessures, mais elles revenaient. Le lendemain matin, il décrocha quand Maxime appela. L'homme était désespéré, suppliant. « Monsieur Moreau, je vous en prie, je peux perdre tout. Vous avez déjà tout perdu, Maxime. Votre femme, le respect de votre belle famille, votre honneur. Maintenant, assumez. » Et pour la première fois en 6 mois, Paul raccrocha en souriant. 3 mois plus tard, le printemps apportait un renouveau visible dans la famille Moreau. Céline avait tenu parole. Elle travaillait au champ depuis février, apprenant les gestes ancestraux sous l'œil bienveillant de son père. Ses mains de citadine s'étaient endurcies, son teint avait pris des couleurs. Et surtout, elle avait retrouvé cette simplicité qui la rendait si attachante. « Papa, les plants de courgettes du secteur nord ont un problème, » annonça-t-elle en entrant dans le bureau de Paul, ses bottes encore pleines de terre. Paul sourit. Sa fille apprenait vite et bien. Elle avait l'œil, l'instinct. Le sang de la terre coulait encore dans ses veines. « On ira voir ça ensemble cet après-midi, » répondit-il en levant les yeux de ses factures. « Au fait, Jeanne arrive ce soir avec Antoine. Il veut te présenter quelque chose d'important. » Le divorce de Céline avait été prononcé le mois précédent. Maxime n'avait pas fait de difficultés. Ses restaurants périclitaient, et il n'avait plus les moyens de se payer un avocat coûteux. Il avait même quitté Paris. Rumeur disait qu'il tentait de recommencer dans une petite ville de province. Ce soir-là, autour de la table familiale, Antoine déballa nerveusement une pochette de documents. « Voilà », commença-t-il en regardant Paul. « J'ai une proposition à vous faire. Enfin, à vous tous. » Il expliqua son projet.
créer une coopérative d'insertion professionnelle qui associerait l'entreprise de Paul et plusieurs centres sociaux de la région. L'idée était de former des jeunes décrocheurs au métier de l'agriculture biologique, tout en leur donnant un vrai travail, un vrai salaire. C'est ambitieux, murmura Paul en parcourant le dossier. Et intelligent. J'ai déjà quelques financements européens en vue, continua Antoine. Mais il nous faut un partenaire industriel solide. Quelqu'un qui connaît le métier et qui partage nos valeurs. Jeanne regardait son père et son compagnon discuter chiffres et formation. Ces deux hommes qu'elle aimait partageaient la même vision. Donner sa chance à chacun, peu importe son passé. « Je suis partant », dit finalement Paul, à une condition. Laquelle ? Que Céline puisse suivre une formation de gestionnaire de coopérative. Elle a retrouvé goût au travail de la terre, mais elle a aussi étudié le commerce. Cette alliance pourrait nous être précieuse. Céline rougit de plaisir. Son père lui faisait confiance pour un projet d'avenir. 2 semaines plus tard, il recevait une visite inattendue. Maxime se tenait sur le seuil de la maison, amaigri, les traits tirés, mais étrangement apaisé. « Monsieur Moreau, » dit-il simplement. « Je venais vous présenter mes excuses, les vraies. » Paul l'invita à entrer. Sylvie servit du café, comme elle l'aurait fait pour n'importe quel visiteur. « J'ai tout perdu, » continua Maxime. « Mes restaurants, mon appartement, ma réputation. Et vous savez quoi ? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Il expliqua qu'il travaillait maintenant comme chef dans un petit restaurant familial de Montpellier. Salaire modeste, horaire décent, relations humaines authentiques. J'ai découvert que je pouvais cuisiner sans stress, sans calcul, juste pour le plaisir de bien nourrir les gens. Paul l'écoutait sans animosité. Cet homme brisé puis reconstruit était presque touchant. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » continua Maxime. « Je vous demande juste de savoir que j'ai compris. Votre fille méritait mieux que moi. Elle méritait quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment. » Céline, qui assistait à la scène depuis la cuisine, sentit ses yeux s'embuer. Cette reconnaissance tardive de Maxime effaçait une partie de sa blessure. « Merci d'être venu, » dit Paul en se levant. C'était courageux. Maxime serra la main de son ancien beau-père. « Au revoir, monsieur Moreau. Prenez soin de Céline. C'est une perle, et je n'ai pas su la voir. » Après son départ, la famille resta silencieuse quelques instants. « Il a changé, » murmura finalement Céline. « L'échec peut révéler le meilleur de nous, » répondit Paul. « Ou le pire. Lui a choisi le meilleur. » Ce soir-là, en regardant ses 3 enfants, Jeanne, Céline et Antoine, discuter du projet de coopérative avec passion, Paul se dit que parfois, les tempêtes familiales permettent de mieux apprécier le calme qui suit. La justice n'était pas toujours spectaculaire. Parfois, elle ressemblait juste à des gens qui retrouvaient leur vraie place dans la vie. 1 an plus tard, le village de Saint-Rémy vibrait d'une joie particulière. L'église centenaire, décorée de simples bouquets de lavande et de roses du jardin familial, accueillait le mariage de Jeanne et Antoine. Rien à voir avec le château prétentieux de l'année précédente. Juste l'essentiel. L'amour, la famille, l'authenticité. Jeanne, radieuse dans la robe de mariée de sa mère retouchée avec amour, remontait l'allée au bras de son père. Paul, ému aux larmes, murmurait « Ma petite fille, tu es si belle et si forte. » Dans les premiers rangs, Céline pleurait de bonheur. Bronzée par le travail au grand air, les cheveux simplement attachés, elle était redevenue cette jeune femme naturelle que sa famille avait tant aimée. À ses côtés, Sylvie rayonnait de voir ses 2 filles enfin réconciliées. La cérémonie fut simple et touchante. Le vieux curé du village, qui avait baptisé les 2 sœurs, parlait d'amour vrai, de racines et de projets communs. Quand Antoine glissa l'alliance au doigt de Jeanne, toute l'assemblée sourit à travers ses larmes. Au vin d'honneur, sous les platanes de la place du village, les conversations allaient à bon train. Les habitants côtoyaient les collègues lyonnais de Jeanne, les partenaires de la coopérative, les employés fidèles de Paul. Un mélange social authentique, sans protocole ni hiérarchie. « Mes chers amis », dit Paul en se levant pour porter un toast, sa voix portant naturellement dans l'assemblée silencieuse. « Il y a 1 an, ma famille traversait une tempête. Aujourd'hui, nous célébrons un nouveau départ. » Il regarda ses 2 filles avec une tendresse infinie. « J'ai appris quelque chose d'important cette année. L'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait et pourquoi on le fait.
Mes filles ont compris que la vraie richesse, c'est de rester fidèle à ses valeurs tout en aidant les autres à grandir. » Céline essuya discrètement une larme. Son père parlait d'elle aussi, de son retour aux sources, de sa transformation. « Antoine, » continua Paul en se tournant vers son gendre, « merci d'avoir montré à Jeanne qu'on peut changer le monde à sa mesure. Votre coopérative emploie maintenant 15 jeunes qui avaient perdu espoir. C'est ça, la vraie réussite. » L'assistance applaudit chaleureusement. Le projet avait dépassé toutes les espérances. Formation, insertion, production biologique, un modèle qui inspirait déjà d'autres régions. « Et toi, ma Céline ?» dit Paul en regardant sa cadette. « Merci de nous avoir rappelé qu'on peut toujours revenir à l'essentiel. Tu es devenue une formidable gestionnaire tout en gardant les mains dans la terre. » Le repas se prolongea dans une ambiance de fête villageoise authentique. On riait, on chantait, on dansait sur des airs de bal populaires. Jeanne et Antoine ouvrirent le bal sur une valse simple, regardée avec attendrissement par leurs familles mélangées. Vers minuit, alors que la fête se calmait, Paul s'isola quelques instants sur la terrasse de la mairie. Il contemplait son village endormi, sa famille rassemblée, cette paix retrouvée après tant de tourments. Sylvie vint le rejoindre, comme elle le faisait depuis 30 ans. « Tu es heureux ?» demanda-t-elle en prenant sa main. « Plus que je ne l'espérais, » répondit-il. « Nos filles ont trouvé leur chemin. Jeanne avec son Antoine et son engagement social, Céline avec sa terre retrouvée. Elles sont devenues des femmes fortes et bonnes. Et Maxime ?» Paul sourit. « Maxime a écrit la semaine dernière. Il ouvre son propre restaurant à Montpellier. Cuisine familiale, produits locaux. Il a enfin compris ce qui compte vraiment. Même leur ancien ennemi avait trouvé sa voie. La justice n'était pas vengeance, mais transformation. Tu sais, » murmura Paul en regardant les étoiles. « Cette histoire nous a tous changés. Moi le premier. J'ai appris qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut aussi savoir pardonner. » Le lendemain matin, quand Jeanne et Antoine partirent pour leur voyage de noces, une semaine simple en Provence, à découvrir les producteurs bio de la région, Paul les regarda s'éloigner avec sérénité. Sa famille était reconstruite sur des bases plus solides. L'amour avait vaincu l'orgueil, l'authenticité avait triomphé de l'artifice, et la terre généreuse avait nourri les cœurs autant que les corps. Dans le jardin, Céline l'attendait déjà pour la tournée matinale des serres. Father et fille côte à côte, comme autrefois, comme toujours.